Je m'appelle Jonathan Taïeb, je suis le réalisateur d'Alter Love et j'ai le profil assez typique du jeune cinéphile hyper passionné qui commence à faire des films tout seul et qui apprend à faire un petit film et puis un plus grand film, plus long film. Et là, j'en suis à mon troisième long métrage, toujours indépendant. Comment est-ce que vous avez su que c'était les bons acteurs? Pour trouver les acteurs de ce film, enfin, c'est toujours une histoire de rencontre. Et je crois que j'ai autant trouvé qu'ils ont trouvé à la fois le scénario, le film et moi en tant que réalisateur, parce que ça s'est fait par un hasard total. J'avais écrit le film pour des personnages plus vieux à la base, d'une dizaine d'années de plus. Et j'ai rencontré Kim un peu par hasard. Et il se trouve que je venais de voir Le Consentement dans lequel elle jouait une jeune adolescente de 12 ans. Et je la vois au même moment et je vois que c'est pas du tout une adolescente de 12 ans. Donc j'ai vraiment un choc de voir à quel point c'est une actrice incroyable et le charisme et le magnétisme qu'elle a. Et ensuite, il a fallu trouver un acteur qui puisse être capable de lui répondre par ce charisme-là et ce magnétisme-là. Et il se trouve que j'ai rencontré Victor par son agent et je l'imaginais pas du tout dans ce rôle-là. Je cherchais des acteurs d'un autre genre et la première rencontre a été très révélatrice pour moi. Et au moment où il y a eu la lecture entre Kim et Victor, qu'on avait faite aussi avec d'autres comédiens, il se trouve que ça a été j'avais plus le choix, voilà. C'est-à-dire que des fois, la rencontre se fait jusque-là, et là, j'avais pas du tout le choix de choisir un autre comédien. Voilà, c'était Victor et Kim, et ça pouvait pas être un autre duo pour ce film-là. Et on se demandait également si vous pouviez un petit peu nous parler de vos précédents films. J'ai fait mon premier long métrage après une série de petits courts métrages. C'était très familial, j'aime bien ce terme parce que j'étais vraiment très naïf et il y a un peu toute ma famille dedans. Et c'était une histoire d'amitié entre un adulte un peu paumé et un enfant malade. Ça se passait à Marseille parce que je viens de Marseille. Et puis ils apprenaient à se rencontrer. C'était déjà une histoire de rencontre et à s'apporter ce qu'ils avaient besoin de s'apporter l'un et l'autre à ce moment-là de leur vie. Et mon deuxième film, j'ai voyagé en Ukraine et en Russie pour le tourner. C'était il y a déjà un peu plus de 10 ans. C'est un film qui s'appelle Stand et qui est inspiré d'une histoire vraie sur un couple d'homosexuels en Russie qui sont témoins d'un crime homophobe et qui lancent une enquête personnelle pour eux, pour trouver ce qui s'est vraiment passé. Et cette enquête détruit un petit peu leur couple. Donc il y avait déjà une histoire d'intimité et une histoire de couple et de comment gérer cette confrontation de sentiments quand on n'est pas d'accord. Pourquoi est-ce que vous avez un amour particulier pour la ville de Paris? Pourquoi Paris? Alors que vous êtes de Marseille. Justement, ouais, étant marseillais, mais bon, non, ça rentre pas vraiment en compte, bien sûr qu'on a un amour de Paris incroyable, quand on fait du cinéma en tout cas, pour toute l'histoire que ça comporte. Je crois que c'est la ville dans le monde qui a le plus de sièges de cinéma par habitant. Donc bon, déjà, ça en dit long. Et puis, Paris, ça transpire la beauté, ça transpire la grandeur, ça transpire l'histoire, hein, tout le temps, partout. Enfin, toutes les histoires, l'art. Donc, c'était inconsciemment, en tout cas, quelque chose de très ancré. Moi, j'ai un rapport un peu particulier avec Paris. Ça fait peut-être un peu moins de 20 ans que j'y habite, mais j'ai des grosses périodes où je suis pas là. Et Paris me manque quand je suis pas à Paris. Mais ce qui était intéressant dans ce cadre-là, c'est qu'on a un film très indépendant, donc on n'était pas beaucoup, on était très improvisé par moments. Et en fait, c'est ça qui nous a permis de retranscrire un certain Paris, parce qu'aujourd'hui, on connaît Paris au travers des séries Netflix ou des grosses machines. C'est tout le temps filmé à peu près de la même manière, parce que le processus de production fait que on ne peut pas vraiment refaire la lumière dans Paris, on ne peut pas vraiment avoir certains coins en autorisation de tournage, parce que les équipes sont très grosses, les camions prennent beaucoup de place. Donc en fait, des petits films à Paris, il y en a plus tant que ça qui sont tournés. Et le fait d'apporter un autre regard sur la manière de tourner cette ville, d'éclairer cette ville, avec aussi l'apport du chef opérateur qui est québécois. Donc même s'il habite à Paris depuis longtemps, il a quand même les yeux d'un étranger qui découvre tout le temps un petit peu Paris. Je pense que
inconsciemment, on n'a pas essayé de créer un certain Paris ou de retranscrire un certain Paris. On s'est juste, comme tout le reste du film, fié à notre instinct, à ce qu'on connaît, à ce qu'on aime. J'ai un peu l'impression que vous essayez de faire passer, en tout cas qui nous faisait passer, une vraie difficulté à exprimer leurs émotions et à se faire comprendre. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a beaucoup habité Je crois que ça touche la communication dans le couple en général, mais entre les humains. C'est aussi pour ça que le film s'appelle Alter Love. Il peut y avoir plein de significations autour du titre. Mais oui, cette notion de découvrir l'intime, en fait, le vrai amour est là. C'est-à-dire quand on s'assoit et qu'on est en roue libre face à l'autre personne, sans filtre, avec un énorme espace d'accueil à ce que donne l'autre. Et ça, c'est pas facile. Et j'ai l'impression qu'on est de moins en moins confronté à ça. Alors, je sais pas si c'est une vérité ce que je dis, mais en tout cas, il y a un vrai défaut d'intimité dans les relations que je peux connaître depuis que je suis jeune et de ce que je vois aussi de tous les Parisiens d'aujourd'hui. En tout cas, je dis les Parisiens, après j'imagine ailleurs, mais je crois que c'est très universel et peut-être même intemporel, cette idée de découvrir la puissance de se confronter à l'intime. Et ce qui est intéressant quand on fait ça, j'ai l'impression qu'en fait, on se découvre surtout soi-même. Et c'est là où il y a une complexité qui rentre en compte, mais qui est la complexité la plus simple du monde en même temps. Mais du coup, voilà, entre pudeur, complexité, subtilité et découverte des émotions. Comment on s'organise pour tourner en 10 jours C'est quoi les plus gros défis à relever? Mhm. Donc, ouais, on a tourné le film en 10 jours. On peut même dire, je pense, 9 nuits plus une nuit, parce que tous les plans de coupe ont été faits une nuit ensuite. Et effectivement, je pense que la première qualité d'un réalisateur, c'est la lucidité. Et il a fallu que je sois très lucide pour me dire, OK, il y a 9 nuits, comment on fait pour rentrer un film dans ces 9 nuits, et puis surtout pour optimiser. Il y a eu un travail assez phénoménal de la part de toute l'équipe. On a vraiment tous eu un niveau de concentration ultime. Il faut trouver le concept par scène. Bon, ça a été mon parti pris à moi. Une fois qu'on a trouvé le concept par scène, il faut le mettre en place. Évidemment, tourner un plan séquence de 15 minutes ou tourner en studio, c'est des complications très différentes. Mais je pense que c'est ce qui permettait aussi justement ce niveau de concentration. C'est que tous les jours étaient une nouvelle journée. Il y avait l'excitation et le challenge qui remplaçait la fatigue, qui surpassait la fatigue. Et ben, bon, voilà, je pense que ça a beaucoup joué sur ce côté de réussir à rentrer ce film avec tous ces paramètres-là. Est-ce que vous entendez par Alter Love Mhm. c'était vraiment... C'est un sacré cocktail. Mais Terre Love, c'était mon titre de développement, parce qu'on met souvent un titre comme ça qui passe par la tête et qu'on change ensuite. Et là, il me parlait à plein de degrés différents, parce que bon, Alter Love, c'est un autre amour. Mais là, ça peut être un amour dans le sens d'un autre amour, un amour de plus. Et l'amour de soi-même et de l'autre, ou en tout cas de l'autre à travers soi-même, ou de soi-même à travers l'autre, je sais pas, après, voilà, c'est à réfléchir dans tous les sens et à dormir dessus, mais effectivement, voilà, pour moi, le titre Alter Love, l'altérité, c'est un mot que je trouve hyper important, avec beaucoup d'enjeux. Encore une fois, je place le truc à notre époque, quoi, mais c'est peut-être un des mots de notre époque sur lesquels on ferait bien de se poser des questions. On voit donc le Mm. personnage féminin descendre aux toilettes dans le bar et modifier un petit peu sa tenue, Mm. se regarder dans le miroir assez longuement et enfin on se demandait quelle était un petit peu la symbolique derrière. Donc il y a cette scène dans ce plan séquence où elle se démaquille et où elle s'allège un petit peu de ses vêtements parce qu'on la scène donc cette scène de plan séquence donc qui est en temps réel qui dure 14 minutes 36. On voulait vraiment qu'elle signifie le départ de leur relation, enfin en tout cas de la vraie rencontre qu'ils ont et donc on n'y rate vraiment
pas beaucoup, voire rien de ce qui s'y passe. Et ça nous semblait assez intéressant de se dire qu'elle s'était préparée pour un type de soirée, elle s'était préparée pour ce premier date qui part dans un autre délire, en tout cas pour elle. Et du coup, on a essayé de trouver des idées, des solutions qui pouvaient marquer ça. Quand j'ai regardé ce décor plus précisément, j'ai été très attiré par ces toilettes et on trouvait hyper intéressant avec l'équipe, enfin avec la costumière et avec la maquilleuse, de montrer une évolution dans le personnage de Kim dès le début, c'est-à-dire qu'elle a compris très tôt quelque chose et qu'elle décide de se montrer plus naturelle. Donc elle s'enlève son rouge à lèvres, elle s'enlève ses vêtements, voilà, donc elle essaye de se refaire une beauté, quoi. La nouvelle rencontre qu'elle vient de faire, qu'elle s'adapte en fait. Comment est-ce qu'on fait un film avec 300 000 euros? Au niveau du budget, enfin, ça rejoint un petit peu tout. Moi, je suis réalisateur et je me pose pas la question du budget. C'est-à-dire, je m'assois et j'essaye d'imaginer des histoires. En l'occurrence, ce projet-là est né à l'envers. C'est-à-dire que j'avais une enveloppe très petite, beaucoup moins que 300 000 euros à la base. Et l'idée, c'était de dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour très peu d'argent? Donc, en gros, une caméra et deux comédiens. Donc, l'adaptabilité dont je parlais tout à l'heure en termes de timing, il est forcément lié au budget. Mais après, sincèrement, on est habitué. Effectivement, le budget moyen d'un film français, c'est 5 millions d'euros. Donc, c'est beaucoup. Mais peut-être que c'est beaucoup trop. 5 millions d'euros pour faire un film, enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, bon, je veux dire, c'est à échelle très humaine. C'est une bande d'hommes et de femmes qui prennent du matériel et qui vont filmer des choses pour bout à bout faire un film. Donc, je pense qu'il faut avoir confiance aux idées, à la valeur humaine, voilà, de ce qu'on va vraiment ajouter à l'intérieur du film. Tant mieux si ça ne se voit pas que le film a coûté 20 fois moins qu'un film français habituel, mais c'est pas un objectif, un but ou une finalité. À aucun moment ça a été un challenge de dire ok, on a tant de budget, on va essayer de faire un film qui ressemble à un film. Je veux dire, bon voilà, on a confiance aux techniciens avec qui on travaille, enfin, qu'on a choisi, et puis surtout, une histoire, ça reste des valeurs humaines à défendre, des émotions à essayer de transmettre. Et là, en l'occurrence, le fait de ne pas avoir beaucoup d'argent, la liberté qu'on a eue pour le faire, parce qu'on n'avait plus aucune censure, même si le mot est très fort, j'en ai pas d'autre en tête, mais faire un film, c'est 4 ans, 5 ans de développement, c'est beaucoup de guichets commerciaux qui passent et qui donnent son avis et qui essayent de rendre le film pour un certain public, voilà, de le marketer, quoi. Nous, à aucun moment, on s'est posé la question du marketing, je crois que ça se voit dans le film, mais juste par amour du cinéma et pour se dire, ok, on fait un film pour personne, mais au final, peut-être que justement, en faisant un film pour personne, il est pour tout le monde aussi. Et ça, moi, j'adore avoir des adolescents qui adorent le film, des troisième âges qui adorent le film, et des adolescents et des troisième âges qui le détestent aussi. Je veux dire, on n'est pas sur une spécificité de spectateur ou autre. On est dans un partage collectif, on est là pour créer du lien, pour transmettre du sens. Et là, on a beaucoup plus de liberté à le faire quand on écrit un scénario et qu'on le tourne 2 mois après avec de l'argent qu'on trouve autour de nous, avec des mécènes, des producteurs mécènes, quoi, qui sont non plus pas là pour l'argent. Bon, voilà, je crois que ça fait un peu du bien, en tout cas en tant que cinéphile. Je suis dans une position particulière parce que c'est moi qui fais le film, mais en tant que cinéphile, moi, je suis vraiment content de pouvoir voir et proposer un film qui soit absolument sincère, en fait. Voilà. C'est qu'on avait l'impression que le film était toujours sur deux plans. Enfin, qu'il y avait toujours deux plans visuels et deux plans sonores. C'est-à-dire que parfois, Mm. il y avait un focus fait sur donc c'est enfin les personnages principaux, mais on entendait plus enfin des sons enfin entre guillemets d'arrière-plan Oui, ou qui venaient du côté enfin d'autres personnes qui parlaient et en fait on se demandait un petit peu quel effet était recherché. effectivement, on a énormément travaillé au son pour... Enfin, c'est un film, il y a énormément de dialogues. Mais je voulais vraiment laisser des indices que l'important n'est pas forcément dans ce qui est dit. Et j'avais fait donc le film en Russie juste avant, qui était en langue russe.
et je parle pas du tout le russe, donc ça avait été pour moi une énorme révélation de me concentrer sur la manière corporelle de communiquer. Et j'avais appris à ce moment-là que 92% de notre communication, c'est le langage corporel. Donc, je pense que j'ai été peut-être inspiré, imprégné par ça. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, en termes de mixage son, on a vraiment des fois cherché à gommer les dialogues d'une manière ou d'une autre avec un mixage de musique extrêmement forte, avec des personnages qu'on entend plus, des personnages secondaires au second plan qu'on entend plus, ou je sais pas, il n'y a pas vraiment d'effet sonore, c'est souvent la réalité qui s'imprègne. Mais ça a été un vrai choix de laisser comme ça sur le chemin des petits morceaux de OK, il y a beaucoup de dialogue, OK, concentrez-vous, mais c'est pas forcément ça l'important. Mais ce que définit aussi assez bien le charablabla, qui était à la base un choix économique, parce qu'une musique dans un karaoké ça coûte extrêmement cher, et on pouvait pas se payer une scène de trois quatre musiques avec des hits français que tout le monde chante dans les karaokés. Donc on s'est dit, OK, on va faire composer les musiques et puis on va faire des fausses musiques, mais évidemment, il n'y avait aucun intérêt. On commence à réfléchir à quelle parole il faut écrire pour la fausse musique. Je veux dire, bon, puis très vite, il y a eu cette petite idée d'y aller en mode, bah, vu qu'on s'en fout, faisons des blabla, des charabias. Et ça appuie encore ce truc de, peu importe ce qu'on dit, l'important c'est ce qu'on fait ou comment on le dit ou ce qu'on dégage, quoi.